bien bonjour à tous. Pour cette nouvelle édition de ces grands entretiens, réalisés à quelques semaines des fêtes de Noël, dans des circonstances, c'est le moins qu'on puisse dire, marquées par l'incertitude, Interest a choisi d'aborder la question de l'intelligence territoriale sous un angle, sinon optimiste, pour le moins décalé, celui de la cuisine et de l'imaginaire culinaire. Alors quel rapport avec l'intelligence territoriale, c'est sans doute la question que vous vous posez. Eh bien, vous ne vous la poserez plus quand vous aurez écouté Hélène Strohl nous parler de ses passions très intriquées pour la sociologie et pour la gastronomie. Alors Hélène Strohl, vous êtes ancienne élève de l'ENA, vous avez mené une brillante carrière d'inspectrice générale des affaires sociales, vous avez également écrit plusieurs essais politiques et sociologiques, mais parallèlement à cette carrière dans la haute administration, vous avez, dirons-nous, exploré des sphères plus subtiles. Ainsi, vous avez suivi des études de théologie et vous participez à la belle aventure des Cahiers européens de l'imaginaire, dont vous êtes la directrice et qui a accueilli et continue d'accueillir dans ses colonnes des centaines de contributeurs de haut niveau venus du monde entier pour réfléchir sur les imaginaires contemporains. Donc la première question qu'on a envie de vous poser est sur la manière dont vous vivez cette double expérience rationnelle dans la sphère administrative et exploration des pistes de l'imaginaire dans votre jardin secret. Ouais. Pour dire d'abord un peu chronologiquement, j'étais une jeune étudiante en théologie parce que la matière me semblait, l'histoire des religions, l'histoire de l'Église, tout ça me semblait la chose la plus intéressante du monde à étudier. Quand j'ai rencontré Michel Maffezoli, à un cours d'hébreu d'ailleurs, que nous suivions tous les deux, puisque lui suivait une partie de ses cours. Et ensuite, j'ai été une étudiante en histoire, professeure de collège, et ensuite j'ai fait l'ENA. Quand j'ai fait l'ENA, j'avais déjà, je possédais déjà tout ce background un peu intellectuel et sensible qui me venait à la fois d'études très différentes de celles qu'on fait à l'ENA, théologie, histoire, et de ma longue cohabitation avec Michel Maffezoli, avec qui nous sommes mariés depuis 51 ans. Donc voilà, je n'ai jamais véritablement vécu le fait d'être dans ce milieu technocrate, pour le dire rapidement, et dans la sphère privée, dans un milieu plus créatif, disons, de manière clivée, ou bien, vous connaissez bien la pensée de Michel Maffezoli, qui est le chantre du et non pas du ou bien. Je dois dire que j'ai eu une chance inouïe en sortant de l'ENA de pouvoir intégrer l'inspection générale des affaires sociales et que dans ce service, j'ai pu véritablement, je pense, déployer cette raison sensible qui me venait de ces deux sphères d'influence. Alors vous savez que Interest s'intéresse depuis sa naissance au territoire, à l'avenir des territoires, et donc nous avons rencontré donc depuis la création de la revue, ce qui est logique, beaucoup de spécialistes de l'intelligence économique et de l'intelligence territoriale. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce pour vous que l'intelligence d'un territoire? Et comment est-ce que vous insérez le domaine de l'imaginaire dans votre approche des réalités territoriales? C'est une question qu'on n'a pas du tout l'habitude de se poser dans l'administration française. Dans l'administration française, le territoire est au fond un sous-ensemble de l'État. En général, le territoire n'existe pas et surtout, il n'existe pas s'il est différent du modèle national. Et or, mon expérience, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que je dirais que l'intelligence d'un territoire, c'est le fait que un certain nombre de personnes arrivent à prendre conscience ensemble des besoins et des possibilités du territoire et à construire ensemble une stratégie pour améliorer le mieux vivre, le vivre ensemble de ce territoire. Et ça, effectivement, ça ne va pas du tout avec le modèle national qui en fait est un modèle normatif et universaliste et qui décline comme ça des normes. Alors dans les cahiers européens de l'imaginaire de
nous évoquions, vous tenez la rubrique cuisine. Et la gastronomie est chez vous une passion qui vous est chère, une passion ancienne, et vous dites d'ailleurs à ce sujet que la vraie cuisine est celle qui fait rêver. Et vous parlez même de gastrosophie. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce thème ? Voilà. Alors en fait, c'est au premier numéro des Cahiers européens de l'imaginaire. Je leur ai proposé sous forme de boutade de tenir j'ai dit il manque une rubrique culinaire, donc je vais tenir une rubrique culinaire, l'idée étant que j'aime à la fois beaucoup faire la cuisine, j'aime beaucoup inventer des recettes, et maintenant, parce que j'en ai fait beaucoup que j'ai recopié de mes maîtres, et donc et j'aime beaucoup réfléchir sur ce que ça représente, le fait à la fois de faire la cuisine et de manger ensemble. Et donc j'ai fait des textes sur tous les thèmes des cahiers de l'imaginaire, la cuisine de l'amour, la cuisine etc. Voilà. Alors la cuisine est celle qui fait rêver, oui bien sûr, parce que tout le monde le sait, quand on rêve avant le repas, on mange et on rêve après, on remémore. Il y a cette espèce de... le repas, et bien sûr, n'est pas que la matérialité ni de la confection, ni du fait de manger. Ça dépasse de loin ce temps-là. Et on l'a beaucoup dit, dans les gens dans des situations extrêmes, qui pouvaient être les camps ou autre chose, parlaient énormément de repas. Donc la cuisine qu'on rêve vous nourrit aussi. Pourquoi est-ce que je parle de gastrosophie ? C'est parce que la gastronomie, à mon avis, c'est la grammaire de la cuisine. C'est la cuisine finalement des grands chefs. C'est une cuisine un peu prescriptive et normative, là encore. La gastrosophie, ce serait plutôt la sagesse du faire et manger ensemble, et qui me semble une des manières d'exprimer ensemble son imaginaire collectif de manière concrète. Et donc ça me semble très, très, très important. Ça me semble aussi très important, encore pour revenir à votre problématique des territoires et des terroirs, parce que elle est bien sûr, en France c'est particulièrement vrai, mais c'est vrai dans beaucoup de grands pays, la cuisine est toujours très ancrée dans les territoires et dans les terroirs. On ne mange pas du tout la même chose à Rio de Janeiro et à Bahia, à Salvador de Bahia, de même que moi-même, je fais une cuisine alsacienne, ce sont mes origines, mais je la matine de cuisine méridionale, puisque ça fait plus de 50 ans que je vis dans le Midi et que ma belle-mère m'a appris énormément de choses là-dessus. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur ce sujet-là, sur comment les cuisines de terroir se mélangent. C'est-à-dire, ça s'appelait Recette pour les jeunes mariés, je crois. Et c'est l'idée que quand des gens se mettent ensemble, ils mélangent leur culture, mais ils mélangent aussi leurs habitudes culinaires, puisque finalement la cuisine, c'est malgré tout la cuisine de l'enfance. Et dire que la gastrosophie est le terroir de la gastronomie, c'est dire aussi que quand vous mangez une béarnaise particulièrement réussie avec un très bon beurre, elle vous paraît excellente parce qu'elle vous remémore les tartines beurrées que vous mangiez enfant. Et donc, il y a deux pôles dans la cuisine, il y a la tradition et l'innovation. Vous vous situez comment entre ces deux pôles ? Est-ce que vous êtes très innovante ou est-ce que vous considérez que la tradition, au contraire, doit être une sorte de norme ? Non, alors ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il est absolument nécessaire en cuisine de connaître sa grammaire, d'avoir fait ses gammes. On apprend à faire la cuisine, on l'apprend de plusieurs manières. On l'apprend avec les gens avec qui on l'a fait, avec sa mère, sa grand-mère, etc. Moi, je suis assez traditionnelle de ce point de vue. Et on l'apprend dans les livres aussi, bien sûr. Et puis après, en fait, l'expérience de vie et l'expérience du manger et l'expérience de la cuisine va peu à peu vous amener à innover, à faire de nouvelles choses. Dans le numéro des Cahiers européens de l'imaginaire sur le voyage, j'ai écrit un texte qui au fond reprend un peu ça, qui dit au fond la cuisine du voyage, c'est pas
la cuisine exotique, c'est pas faire en France de la cuisine chinoise ou de la cuisine mexicaine. C'est pas non plus dire ah non mais c'est dégoûtant, c'est pas ce que j'aime. C'est mélanger, c'est faire quelque chose de nouveau, une méta-cuisine un peu à partir de la rencontre de ces deux choses. Et la rencontre, elle se fait comment? Elle se fait parce que dans la cuisine du pays étranger, vous reconnaissez des goûts que vous connaissez autrement et qui sont mélangés d'autres choses. Et après, vous faites une cuisine qui est un peu, on pourrait dire, métissée. Moi, la recette qui illustrait ça, c'était ma rencontre en bonne alsacienne avec ce chou coréen dont j'ai oublié le nom, qui est du chou lactofermenté avec du piment, et avec lequel on peut faire d'une certaine manière une choucroute au haddock qui sera quelque chose qui sera à la fois alsacien et coréen, mais pas un espèce de mélange relativiste qui essaiera de mettre finalement en exergue les spécificités des deux. Voilà, donc je suis pas pour la nouvelle cuisine, innovation pour innovation, le vinaigre balsamique qui fait des dessins dans l'assiette, et la cuisine moléculaire, ou tout ça, ça m'énerve un peu. Je vois bien qu'il y a des modes. Moi aussi, je tombe dans les modes, j'utilise plus certains ingrédients maintenant que je les utilisais, mais j'aime bien quand même la cuisine traditionnelle. L'innovation, c'est que par exemple, chaque fois que je fais une viande en jus et tout, je mets dans ma sauce, pour la tenir un peu, je mets un peu de mollet mexicain. Le mollet mexicain, c'est un mélange de cacao et de poudre de piment. Et voilà. Et donc, je fais une pintade aux trompettes de la mort, la chose la plus classique du monde. Et après, je mets un peu de... Vous arrivez à trouver des trompettes de la mort, ça devient difficile sur les marchés. Non, j'en ai trouvé la semaine dernière. Eh bien, écoutez, c'est une bonne conclusion. Merci Hélène Strauch. Je vous en prie.